Amis internautes de Post Afrique, bonjour ou bien bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Alors aujourd'hui, nous sommes ici à l'hôpital Dalal Jamm de Guédiawaye qui se trouve à Dakar même et nous allons parler de l'actualité de la Covid-19 avec le directeur de l'hôpital, Monsieur Daf. Donc allons-y. Bonjour à vous, docteur Daf, et merci de nous avoir reçus ici au niveau des locaux de l'hôpital Dalal Jamm où vous êtes le directeur. Et nous vous laissons saluer nos amis internautes. Bonjour Penda, je vous dis Dalen ak Jam ici à l'hôpital Dalal Jamm. Je profite de cette tribune que vous m'offrez pour saluer tous vos téléspectateurs et tous les internautes qui nous suivent via Post Afrique. Merci beaucoup. Alors, la première question que nous allons vous poser sera de nous présenter l'hôpital Dalal Jamm, votre structure sanitaire de manière brève. Oui, l'hôpital Dalal Jamm est un établissement public de santé donc qui a son autonomie juridique. C'est un établissement comme tous les autres hôpitaux. Il est construit sur sa superficie totale est de 10 hectares, la surface bâtie présentement est de 2,6 hectares, donc il y a une importante réserve foncière. C'est un hôpital qui à la base est de 300 lits, mais ces lits sont extensibles à 500 dans une seconde phase parce que nous envisageons également d'étendre nos services dans la perspective de l'hôpital de niveau 4. Aujourd'hui, c'est un hôpital qui a pratiquement presque 500 agents. Donc vous avez vu en 2016 déjà on était à 24 agents, là à 500, donc vous voyez un peu le bond qui a été fait. Pratiquement c'est un hôpital qui a toutes les spécialités, la chirurgie générale, la chirurgie oncologique, l'urologie, la gynécologie, et puis l'ophtalmologie, l'otorhinolaryngologie, communément appelée ORL. Vous avez l'odontostomatologie, la médecine interne, la rhumatologie, la cardiologie, la néphrologie, l'hématologie clinique. Donc ça, ce sont les services d'hospitalisation et les services de consultation. Et bien entendu, vous avez les services d'aide au diagnostic, notamment l'imagerie médicale. On a une IRM, on a un scanner également, et puis des laboratoires de biologie, d'hématologie, et de bactériologie, et également on a pratiquement un dépôt de sang. D'accord. Et naturellement une pharmacie et tous les services de soutien qui existent. Et nous sommes aujourd'hui à plus de 30 universitaires qui officient au niveau de notre hôpital. Le personnel médical et paramédical est à hauteur pratiquement de 70%. Et les 30% autres constitués de personnel administratif et de personnel technique et de soutien. Très bien. D'accord. De ce fait, quel est le niveau du plateau médical? Oui, le plateau médical à ce stade, aujourd'hui nous sommes un hôpital de niveau 3. D'accord. Et quand on parle d'hôpital de niveau 3, c'est en plus des prestations qui s'y font, c'est qu'il y a une activité d'enseignement, ce qui explique la présence des universitaires et de recherche également qui s'y opèrent. Donc c'est ça un peu le fait que cet hôpital est classé hôpital de niveau 3. Mais il est prévu, bien entendu, de l'amener à niveau 4. Ça n'existe pas encore. Donc, on se prépare par rapport à cela. Et le niveau 4, c'est pratiquement d'avoir des soins très, très pointus sur des domaines bien particuliers. Et pour ça, nous nous préparons également. Et les autorités vont nous aider à arriver à ce niveau-là. D'accord. Voilà. Et en début d'exercice également, il paraît qu'il y avait certains services qui n'étaient pas encore opérationnels. Par exemple, le bloc opératoire. Est-ce que cela a été remis à jour? Oui, jusqu'à aujourd'hui, bon, quand on parle de bloc opératoire, l'activité opératoire a démarré. Maintenant, il y a l'activité opératoire, il y a le bloc opératoire. Mais l'activité opératoire a démarré, notamment en gynécologie, en chirurgie générale, en neurologie,
en cancérologie chirurgicale, je dois dire que l'activité a démarré. Mais encore, on peut mieux faire. On peut mieux faire lorsque l'ensemble des équipements qui devront être installés dans le bloc opératoire le seront. Et là, nous sommes en train de travailler là-dessus pour que, les travaux restants soient finalisés. C'est vrai que ça a pris du temps, mais les procédures sont ce qu'elles sont. Et puis ensuite, il y a une entreprise qui va installer toutes les caisses que vous avez vues ici. C'est des équipements destinés au bloc et à la réanimation. Mais cela ne nous empêche pas aujourd'hui de faire quand même des interventions chirurgicales. D'accord, très bien. Par rapport également à la gestion, tout à l'heure vous avez parlé de l'existence de différents laboratoires au niveau de votre structure sanitaire. Par conséquent, est-ce que vous êtes également en collaboration avec d'autres laboratoires comme l'IRSF qui se trouve à Diamniadio ou bien l'Institut Pasteur par rapport à certaines analyses? Bon, pratiquement dans le cadre de la prise en charge des patients atteints de Covid, nous sommes en interrelation avec l'Institut Pasteur parce que les prélèvements qui se font ici sont envoyés à l'Institut Pasteur et c'est l'Institut Pasteur qui nous renvoie les résultats pour déterminer un peu la positivité ou la négativité des malades qui sont admis dans le CTE. Parce que dans la prise en charge, les malades sont appelés à faire 2 fois des tests pour voir s'ils sont négatifs. C'est à la suite du deuxième test négatif qu'on les sort et qu'on les déclare guéris. Donc nous sommes en interaction avec l'Institut Pasteur. Pour l'IRSF, peut-être n'est pas dans notre zone. Et c'est la raison pour laquelle nous travaillons directement avec l'Institut Pasteur. D'accord, très bien. Et justement, puisque vous en parlez, je veux dire par rapport à la COVID-19, quelle est la situation actuelle dans votre structure? Quel est le nombre de cas qui y sont internés? Bon, actuellement, nous sommes pratiquement, à ce jour, à l'heure où je vous parle, nous sommes à 26 malades. D'accord. 26 malades, je dois dire que ce qui confirme la tendance baissière un peu du taux de positivité. Mais je dois dire qu'à un certain moment, nous sommes allés jusqu'à 200 malades. 200 malades avec à peu près 40%, en fait jusqu'à 80% tous sous oxygène. Donc, la situation a été tendue à un certain moment. Mais voilà, aujourd'hui, la situation... Dieu merci, la situation est encore sous contrôle et maîtrisée, mais il fut des moments où ça a été quand même très difficile. Mais malgré cette difficulté, nous avons su quand même tenir parce qu'il y a eu une tension de place que nous tous nous avons vécue. Mais à Dalal Jamm, à chaque fois qu'un malade nous a été présenté, nous avons fait des pieds et des mains pour le recevoir. La preuve, nous sommes partis de 50 lits et puis on est arrivé à 140 lits. Donc il y a eu une extension au fur et à mesure que la demande le justifiait. Et là, on a, malgré la baisse des cas, on maintient encore notre dispositif et on maintient encore le nombre de lits. On évaluera peut-être dans la semaine à venir pour voir est-ce qu'il faut un peu diminuer la capacité pour... commencer encore à renforcer la prise en charge dans les autres domaines. D'accord. Et à ce propos, pour les patients qui doivent avoir une assistance en oxygène, quel est le nombre de lits chauds disponibles? Bon, ouais, il y a les cas sévères, il y a les cas graves et les cas sévères. Aujourd'hui, s'il s'agit de la réanimation, à l'époque, au moment où les choses quand même la demande était très forte, nous étions à 6 lits de réanimation. Mais cela n'empêche pas que sur les centaines de lits qui étaient là, tous les malades qui avaient besoin d'oxygène avaient à leur disposition de l'oxygène. Ça, c'est les cas graves. Donc, nous avons pu tenir quand même. Malheureusement, nous avons déploré des décès. Mais depuis le début de la pandémie jusqu'à nos jours, nous avons à peu près reçu 3400 malades. Sur les 3400 malades, nous avons à peu près 3000 malades guéris. Et puis, voilà, nous avons déploré quand même à peu près 200 à 250 décès. Et le reste, c'est les transferts. Le reste, c'est les transferts et quelques malades aujourd'hui qui sont là. Mais si on va
dans l'audit des décès, ce qu'il faut constater, c'est que les malades qui sont décédés ici, à un certain moment, l'âge moyen était de 69 ans. 69 ans, plus ou moins 9 ans. Donc, allant dans l'intervalle 61 ans, 80 ans. Et c'est des malades qui décèdent le plus souvent dans la première semaine d'arrivée. Ce qui signifie quoi? Ce qui signifie qu'ils arrivent très en retard au niveau de la consultation, au moment où, à la limite, on ne peut absolument rien pour malheureusement. Voilà, et c'est ça. Et ce qu'on a constaté également, c'était des malades qui avaient des comorbidités, l'hypertension artérielle, le diabète et puis des problèmes de reins. Et ce qui a marqué également cette troisième vague, c'est qu'à un certain moment, on a vu des femmes enceintes qui en réalité également étaient atteintes de la Covid. Et ici, nous avons fait pratiquement une dizaine de césariennes. Nous avons pu sauver pas mal de bébés ou de mamans, si ce n'est les deux. Donc voilà la situation un peu de la prise en charge médicale. Oui, vu que tout à l'heure même vous avez parlé de comorbidité, j'aimerais également savoir par rapport à la population jeune qui a été secouée véritablement par cette troisième vague, était-ce par le facteur de comorbidité ou bien c'était des patients qui étaient sains à l'origine? Qui sont sains à l'origine, je veux dire qui n'ont pas d'antécédent médical. Oui, en fait, il y en a qui ont des comorbidités. On a perdu ici des jeunes aussi à 30 ans, 40 ans. Certains avaient des affections, mais d'autres non. Certaines avaient des affections, notamment des problèmes de cœur, et d'autres non. Cette maladie-là, bon, voilà, elle touche tout le monde. Bon, elle touche tout le monde. Dire qu'on l'a maîtrisée serait relever des chimères, mais ce qu'il faut constater, c'est la réalité. La réalité est que cette troisième vague, à un certain moment, n'épargne pas les plus jeunes. Tout à fait. Qu'ils soient sportifs ou pas, qu'ils soient porteurs de comorbidité également ou pas. Voilà. Oui, de ce fait, par rapport à cette troisième vague, est-ce que vous pensez que ça a été maîtrisé ou bien vous croyez qu'il y aura la possibilité d'une quatrième vague? Bon, pour la troisième vague, elle est maîtrisée. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, aujourd'hui, on en est à 26. Il n'y a plus cette tension de lits où on se mettait à chercher à chaque fois des lits. Ça a été maîtrisé parce que simplement, le nombre de cas a chuté vertigineusement. Et je pense que c'est un ensemble de facteurs combinés qui ont fait qu'aujourd'hui, on en est arrivé là. Il y a la sensibilisation, la prise de conscience des uns et des autres qu'il faille garder les mesures barrières. Il y a également la vaccination. Donc tous ces éléments ont fait certainement qu'il y a eu une diminution des cas. Maintenant, je ne vais pas être faire de la météo médicale, mais ce qui est clair, c'est qu'il faut rester vigilant et regarder ce qui se passe autour de nous. Le Sénégal ne vit pas en autarcie, il fait partie d'un ensemble. Ce qui peut toucher les autres pays, le Sénégal n'est pas à l'abri parce qu'il y a des flux de sortie et d'arrivée qui font que nous ne pouvons pas être à l'abri. Ce qui peut nous aider et ce qui est constant, c'est qu'il faut continuer à rester vigilant, continuer à garder les mesures barrières, aller se faire vacciner. Peut-être que si on arrivait à vacciner le maximum, je dis bien le maximum de Sénégalais et en tout cas de personnes vivant dans notre pays, avec la maîtrise de nos frontières, on parviendrait véritablement à garder le cap très longtemps. Et voilà. Mais dire qu'on est à l'abri d'une troisième vague, je ne pourrais pas l'affirmer. Mais ce que je puis dire simplement, c'est qu'il faut rester vigilant. Aujourd'hui, le ministère a gardé le dispositif et est en train même de le renforcer au fur et à mesure. D'accord. Et par rapport également aux trois vagues, quelle a été celle la plus difficile à maîtriser par vos services?
Oui, ça a été la troisième. La troisième, la troisième a été vraiment très, très, très meurtrière. Hein? La troisième vague a été très meurtrière. Certainement, le virus a été très virulent également. Tout à fait. Et j'avoue qu'on a connu plus de décès durant cette troisième vague-là que lors des deux premières. Parce qu'on a reçu peut-être moins de malades, mais on a reçu plus de décès. Tout à fait. Voilà, parce que cette troisième vague, en tout cas, elle a été très meurtrière. Exactement. Et maintenant, pour les gens qui refusent le vaccin, que leur conseillez-vous? Non, d'aller se faire vacciner. Oui. Il n'y a pas de solution. Hein. La solution qu'on pense être la meilleure, c'est la vaccination. Parce que, en fait, pourquoi on le dit? Parce que nous avons constaté durant cette troisième vague-là que les gens qui sont décédés, ce sont des gens qui ne se sont pas fait vacciner. Les gens qui ont chopé le virus et qui étaient vaccinés n'ont pas fait de forme grave. On dit juste faire des formes modérées. Oui. Hein? Ces gens-là, s'ils n'étaient pas vaccinés, peut-être qu'aujourd'hui, ils ne seraient pas de ce monde-là. C'est la raison pour laquelle nous pensons que le vaccin, quoi qu'on puisse dire, même s'il n'est pas une panacée, constitue quand même un remède et constitue un moyen de se protéger et de protéger les autres. Oui. Concernant également la vaccination, pour rester sur la même dynamique, nous avons constaté qu'en France, par exemple, le personnel soignant refusait d'être vacciné. Est-ce qu'ici au Sénégal, vous avez pu avoir ce genre de soucis? Je n'en connais pas. En tout cas, ici, au niveau de mon hôpital, pratiquement tout le monde s'est fait vacciner. Et je ne sais pas pourquoi en France, les gens, ou le personnel médical a refusé. Bon, je ne sais pas pour les raisons pour lesquelles ce refus-là. Mais ici au Sénégal, je ne pense pas qu'on ait connu cette situation-là. Bon, il se pourrait que des gens, pour des raisons particulières, individuelles, ne veulent pas se faire vacciner. Oui. Voilà, mais personnellement, moi, je me suis fait vacciner. Pas mal de personnel, pratiquement tout le monde s'est fait vacciner. D'accord, très bien. Également, ce qui est constaté, surtout au début de la pandémie, est que nous avons lu le désarroi sur les visages du personnel médical. Parce que la situation était vraiment critique et même jusque-là, c'est critique. Et par rapport à cela, cela peut engendrer ou bien peut affecter la santé médicale. Et à ce titre, est-ce que vous avez prévu une certaine prise en charge psychologique? Oui, je dois d'abord, en fait, je dois rebondir sur votre question pour rendre un vibrant hommage à tout le personnel soignant, hein, tout le personnel soignant, mais tout le personnel de santé. Parce qu'encore une fois, la prise en charge de cette pathologie-là, elle est multidisciplinaire. Il n'y a pas que les médecins ni les infirmiers. Il y a eu les pharmaciens qui étaient à côté, il y a eu les travailleurs sociaux pour une prise en charge psychosociale. Il y a eu également même les gens de la maintenance, les chauffeurs d'ambulance également. Donc c'est tout le personnel de santé, même le personnel administratif à travailler, c'est tout le personnel de santé à qui il faudra tirer un chapeau. Alors, nous, particulièrement à l'hôpital Dalal Jamm, il y a une commission de prise en charge psychosociale. Au-delà des travailleurs, même les malades qui sont à l'intérieur sont assistés par nos travailleurs sociaux. Et si vous étiez entré aujourd'hui à l'intérieur du CTE, vous verrez que même pour les enfants, nous avons aménagé des espaces de jeu, des trucs, pour que simplement les gens ne se sentent pas carrément dans l'hôpital. Parce que le terme hôpital est très pesant. Oui. Et pour nous, il fallait donner à l'hôpital un visage humain pour permettre à ces gens, véritablement, au-delà de leur maladie, d'être bien dans leur peau. C'est pour ça que nous avons mobilisé 6 assistants sociaux qui, à tour de rôle, font le travail, appuient les malades et restent des intermédiaires entre les malades et leurs familles. Et donc, ils accompagnent les familles éplorées également en cas de décès. Et voilà, lors des sorties également, aident les malades à sortir carrément. Donc, cette prise en charge sociale, elle est effective tant
vers les malades que vers le personnel également affecté, parce que ce personnel-là, il y a toujours des médecins qui, à l'intérieur des hôpitaux qui s'occupent des malades, du personnel. Hein, santé, sécurité au travail. Et donc, ce sont ceux-là qui suivent nos agents qui ont été infectés. Très bien. Et par rapport à l'instauration des passes sanitaires, quelle est votre position? Oui, moi je pense que déjà, c'est pour des raisons de sécurité. Oui. On ne peut pas se permettre de ne pas, pour une raison ou pour une autre, de ne pas se faire vacciner. Et puis, voilà, créer encore une autre vague, contaminer des gens qui en réalité se sont fait vacciner ou jusque-là ont pris quand même le risque d'aller se faire vacciner pour sécuriser tout le monde. Donc moi je pense que c'est une sorte de garantie. Une sorte de garantie, même si elle n'est pas à 100%, c'est une sorte de garantie. Quand on instaure une passe sanitaire, on est sûr au moins que cette personne-là, même si elle était porteuse du virus, peut-être que ce virus ne serait pas très offensif et nous contaminerait. Donc, de mon point de vue, moi je pense que c'est une excellente chose et ça peut inciter les gens à aller se faire vacciner pour qu'on aille vers l'immunité collective. Voilà, et je pense que tout à l'heure, vous avez donné l'exemple de la France. Et je pense que si vous n'avez pas votre passe sanitaire là-bas, vous n'avez pas accès à certains lieux. Et je pense que tout ça, les gens le font pour des raisons de sécurité et pour pousser les gens à aller se faire vacciner et à sécuriser la population. Par conséquent, pensez-vous que les passes sanitaires devront être étendues au niveau des établissements scolaires, surtout avec la rentrée qui se profile? Oui, si ça peut aider à renforcer la sécurité dans les établissements de santé, comme dans les établissements hospitaliers, en tout cas dans les établissements recevant du public, ben, pour moi, ce serait une très bonne chose. Maintenant, c'est comment s'y prendre, c'est comment y aller et discuter avec les gens pour que les convaincre et arriver à leur faire ou à les faire vacciner. Parce que c'est une forme de sécurité qu'on arriverait à garantir. Parce qu'en réalité, la question du virus, ce n'est pas les hôpitaux qui règlent ça. Les hôpitaux essaient de régler les conséquences qu'a le virus sur les hommes. Mais le fait maintenant de rompre la chaîne de transmission, ça, ce n'est pas à l'hôpital. C'est chacun pris individuellement et collectivement qu'on arrivera à régler le problème. Les hôpitaux, ils sont là comme des sentinelles. Ils attendent que quelqu'un tombe malade pour qu'ils le prennent en charge. Maintenant, pour qu'ils aident les hôpitaux à véritablement prendre davantage d'autres pathologies, ben, il faut qu'on arrive à circonscrire cette pathologie-là pour renforcer nos moyens pour la prise en charge d'autres pathologies. Mais tant que ce n'est pas le cas, bon, on sera là. Vous allez voir, aujourd'hui, sur les 140 lits, peut-être il y a 26 lits qui sont occupés. Mais si on était sûr que le nombre véritablement allait continuer à baisser, on allait démanteler une partie du CTE et permettre, par exemple, à la médecine interne d'augmenter son activité, à l'hématologie d'augmenter son activité, ce qui augmenterait donc le nombre de places. Mais tant que ce n'est pas le cas, on est obligé de rester vigilant et d'être à l'abri d'une surprise, par exemple d'une éventuelle 4e vague. Voilà. Donc chacun de nous est responsable de sa santé et de la santé des autres. Si maintenant la vaccination constitue un moyen pour se protéger et protéger les autres, mais je pense qu'on doit le faire. Exactement. Bon, pour l'avant-dernière question, nous n'allons pas se quitter sans pour autant parler du Grand Magal de Touba, parce que c'est un événement religieux qui draine de l'affluence et nous aimerions savoir votre position par rapport à cela, en plein contexte Covid.
Oui, bon, heureusement déjà que nous étions dans une phase baissière. Oui. C'est vrai que le grand Magal de Touba, c'est un moment d'effervescence, un moment de recueillement, un moment de prière, mais un moment où pratiquement il y a un déplacement de personnes vers le lieu saint qui est Touba. Et je pense que les autorités sanitaires sont aux côtés des autorités de Touba. Je pense également que les autorités de Touba ont pris toutes les dispositions, ça on le voit, ils ont pris toutes les dispositions pour que le Grand Magal se passe très bien. Et nous savons que le Ndigal est très fort chez les Mourides. Et je pense que le grand marabout a donné le Ndigal, les autres marabouts ont donné le Ndigal de porter les masques, de se laver les mains. Véritablement, ces autorités de Touba ont donné tout ce qu'il fallait pour que les gens partent tranquillement et reviennent tranquillement sans grand problème. Moi, je pense que si les talibés que nous sommes faisions des nôtres les recommandations des guides religieux, en réalité, aucun problème ne se posera. Oui. Donc, il ne faut pas lier la Covid au Magal de Touba, non, loin s'en faut. C'est un événement très attendu et pour des milliers de Sénégalais. Et je pense que nous tous, nous irons prier et puis souhaiter... D'ailleurs, on va prier pour que le virus disparaisse parce qu'en réalité, nous n'avons jusque-là pas le moyen de le faire disparaître. Si maintenant ces prières peuvent nous aider à faire disparaître ce virus, mais pourquoi pas, allons-y en masse, sinon allons-y tous. Tout à fait. Alors, maintenant, pour la dernière question. Parfois, vous avez des horaires qui sont impossibles. Et à ce propos, quel est l'impact que cela a par rapport à votre vie familiale? Oui, j'avoue qu'à un certain moment, quand même, ça a été très difficile. On n'avait pas de vie familiale. Oui. On est là très tôt le matin. On dort d'un seul œil parce qu'il nous est arrivé d'être là à toutes les heures, 2 heures du matin, 3 heures du matin, où il y a un petit souci d'oxygène. En tant que responsable, on ne peut pas dormir et laisser des gens dans des situations. Il faut venir à côté d'eux, voir c'est quoi un peu le problème et essayer de les appuyer. Les médecins, infirmiers, bon, pratiquement, je dois dire que le personnel de santé en général ne dormait qu'un seul œil, surtout les responsables. Parce qu'il nous est arrivé même avec le ministère de faire des réunions de coordination jusqu'à 23 heures. À la limite, nous on se disait même, est-ce que le ministre lui-même, il dort? Parce que à 2 heures du matin, il vous appelle pour une situation bien donnée. Donc c'est pour vous dire que les gens étaient très éveillés, on ne dormait pas. Nous, personnellement, en tant que directeur également, nos téléphones n'arrêtaient pas de sonner. Bon, je dois dire qu'on doit nous excuser auprès de nos femmes, auprès de nos maris, auprès de nos enfants également, parce qu'à un certain moment, on a été très absents à leur côté. Mais c'est un sacerdoce, c'est un choix. Nous avons choisi de servir notre pays dans ce domaine-là et nous assumerons toutes les conséquences qui en découleront. En tout cas, pour nous, c'est une fierté de pouvoir aider nos compatriotes et les étrangers qui vivent parmi nous. Mais c'est un sacerdoce, comme je le dis, et ça se fait avec plaisir et abnégation. Parce qu'il n'est pas donné aussi à tout le monde d'avoir cette posture de pouvoir aider. Alors, si Dieu nous a donné cette chance-là, alors nous devons en profiter pleinement. Alors, au-delà des postes de responsabilité, au-delà de ce que nous avons appris, nous devons prendre soin de notre prochain et c'est ce que nous nous avertissons à faire. C'est très noble. Et votre mot de la fin? Remercier tout le monde, tout le personnel de santé, comme je l'ai dit, et avec une mention très spéciale au personnel de l'hôpital Dalal Jamm et surtout au personnel du centre de traitement des épidémies à la tête duquel il y a le professeur Luis Fortes qui a la prise en charge médicale, toute son équipe.
Hein. J'avoue que vraiment, c'est de grands messieurs, c'est de grandes dames qui n'ont ménagé aucun effort pour la prise en charge. Remercier également le comité, c'est-à-dire les pharmaciens, tous ceux qui s'affairent autour du CTE, les chauffeurs, les menuisiers, tout le monde, parce qu'on entre pour voir un peu tout ce qui est dégradé, on répare. Et remercier également les autorités. Les autorités, quand je parle des autorités, je parle d'abord du président de la République, son Excellence M. Macky Sall, qui a été à nos côtés également et qui nous a aidés à relever le plateau technique. Remercier le ministre de la Santé et de l'Action sociale, M. Abdoulaye Diouf Sarr, pour son leadership éclairé, son accompagnement constant, mais également sa clairvoyance dans le cadre de la gestion de cette pandémie-là. Donc voilà un peu. Remercier également les Sénégalais qui nous ont porté leur témoignage, leur assistance, qui nous ont donné leur bien même, hein, qui nous ont moralement soutenus, hein, surtout ces gens, la population de Guédiawaye, et remercier vraiment tout le monde, tous les Sénégalais. Voilà, parce que simplement, je pense que la prise en charge, c'est pas que nous autres personnels médicaux, mais il y a des gens qui étaient tout autour, qui étaient en train de sensibiliser, pourtant qui ne font pas partie du dispositif. Donc tous ces gens-là, il faut les remercier parce qu'ils ont aidé à faire prendre conscience de l'existence de cette pathologie-là et surtout de sa gravité. Voilà, donc nous sommes à la fin de cet entretien. Nous également, nous vous remercions de votre disponibilité, vu que ce n'était pas du tout évident, Dr Daf, vu votre agenda très chargé. Merci beaucoup encore une fois. Je vous remercie. Voilà. Alors, merci de nous avoir suivis, amis internautes, et nous vous donnons rendez-vous prochainement. Restez fidèles au programme de Post Afrique. C'est ici et nulle part ailleurs.